Le commissariat de Sète n'a jamais semblé aussi étouffant que ce matin-là. L'air y est lourd, presque figé, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Dans le couloir principal, les pas résonnent avec une lenteur inhabituelle, chaque bruit amplifié par le silence tendu qui règne depuis l'arrestation d'Alain Lehaut. Personne ne parle vraiment, mais tout le monde sait que quelque chose est sur le point de basculer. Dans une salle attenante, Soizic est debout, les bras croisés contre elle-même. Son regard se perd parfois vers la porte close derrière laquelle Alain est retenu en garde à vue. Elle a beau être médecin, habituée aux situations d'urgence et à la pression, rien ne l'a préparée à cette attente-là. Ce n'est pas l'attente d'un diagnostic ou d'un résultat médical, mais celle d'une vérité qu'elle redoute autant qu'elle l'espère. Lorsqu'Adam arrive, essoufflé, Soizic n'a même pas le temps de choisir ses mots. Elle lui annonce simplement qu'Alain est en garde à vue, que la police refuse pour l'instant de donner des détails, et que tout est flou. Le visage d'Adam se fige. Il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre. Dans son esprit, Alain est peut-être imparfait, parfois maladroit, mais certainement pas un homme capable de quelque chose d'assez grave pour justifier une telle mesure. Et pourtant, le doute s'installe, sournois. À peine cette conversation terminée que Pedro surgit à son tour. Son agitation est palpable, presque douloureuse à regarder. Il explique à Soizic qu'il essaie de joindre Alain depuis des heures, sans succès. Son regard trahit une angoisse qu'il n'arrive plus à dissimuler. Ce n'est plus seulement de la peur pour son père, c'est la conscience brutale que quelque chose lui échappe, que le filet est en train de se resserrer autour de lui. Soizic le regarde longuement, comme si elle pesait chaque mot avant de parler. Elle finit par lâcher ce qu'elle pense vraiment. Alain s'est sacrifié. Il a pris sur lui quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et si Pedro veut que la situation s'arrête là, s'il veut vraiment sauver ce qui peut encore l'être, alors il n'y a qu'une seule issue possible. Se dénoncer. Ces mots frappent Pedro comme une gifle. Il tente d'abord de nier, de minimiser, de se raccrocher à l'idée que tout peut encore s'arranger sans aller jusque-là. Mais le regard de Soizic ne vacille pas. Elle sait, elle a compris depuis longtemps que la spirale dans laquelle ils sont tous pris ne peut se briser que par un aveu. Un vrai, complet, sans échappatoire. Le temps semble suspendu lorsqu'il quitte le commissariat pour y revenir presque aussitôt, cette fois avec une détermination nouvelle. Pedro pousse la porte, le visage fermé, les épaules raides. À l'accueil, il demande à parler à Martin. Sa voix est calme, presque trop, comme celle d'un homme qui a déjà pris sa décision et qui ne compte plus revenir en arrière. Face à Martin, Pedro commence à parler. D'abord lentement, puis de plus en plus clairement. Il avoue l'enlèvement d'Orso, sans détour. Il raconte comment il est allé le chercher à l'hôpital, comment il a frappé Sofia pour parvenir à ses fins. Les mots sortent, lourds, irréversibles. Il ne cherche pas à se justifier, seulement à expliquer. Il reconnaît aussi avoir demandé l'aide de son père, Alain, parce qu'il ne pouvait pas franchir les barrages de police seul. Chaque phrase est un clou supplémentaire enfoncé dans le cercueil de leurs illusions. Martin l'écoute sans l'interrompre, le regard grave. Il connaît ce genre de confession, celle qui arrive trop tard, quand les dégâts sont déjà faits. Lorsque Pedro mentionne Serena, il ajoute un détail qui glace l'atmosphère. Le téléphone de la jeune femme lui a été retiré par la famille du père d'Orso, l'isolant encore davantage. La procédure est enclenchée presque aussitôt. Pedro est placé en détention provisoire, écroué en attendant son jugement. Quand la porte de la cellule se referme derrière lui, un silence pesant s'installe. Ce n'est pas seulement la fin d'un mensonge, c'est le début d'une réalité autrement plus brutale. Pendant ce temps, ailleurs dans le commissariat, Georges lutte contre une fatigue qui semble l'engloutir. Il avoue à Bastien qu'il n'a pas entendu son réveil, qu'il est complètement à côté de la plaque. En repos forcé, il prétend n'avoir rien de spécial de prévu pour la journée. En réalité, il n'a surtout plus l'énergie de faire semblant d'aller bien. Son esprit est ailleurs, dispersé, fuyant toute responsabilité comme pour éviter d'affronter ses propres failles. Raphaël, de son côté, tente de rester concentré sur son travail. Elle donne des conseils à Soraya sur la gestion de ses dossiers, mais son esprit est déjà tourné vers le départ imminent en gîte. Elle reconnaît à demi-mot qu'elle n'a pas dit toute la vérité à Maud. Le lieu est en zone blanche, sans réseau, sans wifi. Un détail qu'elle a jugé préférable de taire, convaincue que le séjour n'en serait que plus paisible. Mais au fond d'elle, une petite voix murmure que les non-dits finissent toujours par se retourner contre ceux qui les portent. La nouvelle tombe rapidement. La police espagnole a retrouvé Serena saine et sauve. Elle a confirmé les propos de Sofia, validant enfin ce que cette dernière répétait depuis le début. Martin se montre indulgent, aucune sanction n'est prise contre Aurore. Un soulagement traverse le commissariat, discret mais réel. Pour une fois, la vérité a permis d'éviter une injustice supplémentaire. À l'hôpital, Sofia annonce à William qu'elle part ce soir même pour l'Espagne.
Sa décision est ferme. Elle ne veut plus priver Serena de son fils Orso. Elle parle de ce départ avec une maturité qui surprend, comme si les épreuves traversées l'avaient obligée à grandir trop vite. William l'écoute, les yeux brillants. Il essaie de rester fort, mais l'émotion finit par le submerger. Il lui avoue qu'elle va lui manquer. Il se serre dans les bras, conscient que cette étreinte n'est pas un simple au revoir, mais peut-être le début d'une longue absence. Lorsqu'Alain est finalement relâché, le soulagement est mêlé à une douleur sourde. Il se rend immédiatement auprès de Pedro, dans sa cellule. Le face-à-face est d'une intensité rare. Pedro lui dit qu'il a fait le bon choix, qu'il était temps d'arrêter de fuir. Alain promet de lui trouver un bon avocat, de ne jamais l'abandonner. Ses mots sont simples, mais chargés d'un amour brut, presque désespéré. Il l'a toujours aimé et il sera toujours là pour lui. Ailleurs, Chloé et Judith terminent les courses pour la semaine au gîte. Chloé confie à Alex qu'elle n'a pas osé dire à Judith qu'il n'y aura ni réseau ni Wi-Fi. Elle redoute la réaction de sa fille, consciente que cette omission pourrait se retourner contre elle. Pourtant, elle s'accroche à l'idée que ce séjour sera bénéfique, un moment de pause loin de tout. Chez George et Mona, la tension est plus insidieuse. Mona s'inquiète, mais George affirme qu'il gère. Il lui raconte avoir fait les courses, le ménage, déposé Lulu à la crèche. En réalité, il n'a rien fait de tout cela. Il a passé sa journée à jouer aux jeux vidéo, fuyant les obligations et la confrontation. Ce mensonge anodin en apparence révèle une lassitude profonde, un malaise qu'il n'ose pas encore affronter. Sophia, quant à elle, annonce à ses parents son envie de s'inscrire en fac de droit, spécialisée en droit de la famille. William évoque Montpellier, mais Sophia a déjà fait son choix, elle restera en Espagne. Elle deviendra la marraine du petit Orso, un rôle symbolique qui marque son attachement indéfectible à cet enfant et à l'histoire qu'il partage. Maud a acheté une doudoune pour Raphaël. Le départ est prévu à l'aube, si bien que Raphaël et Maud dorment chez les Delcourt. L'excitation est palpable, mêlée à une légère appréhension. Tout semble prêt, du moins en apparence. William, Samuel et Aurore partent accompagner Sophia en Espagne. Ellie reste seule à la maison. Elle promet d'être sage, un sourire malicieux au coin des lèvres, laissant planer le doute sur ce que cette solitude pourrait réellement impliquer. Raphaël, enfin, se projette déjà dans ce petit séjour. Randonnée, chocolat chaud, chamallow, météo annoncée au beau fixe. Tout semble parfait. Les valises sont chargées dans la voiture, le départ est imminent. Pourtant, juste avant de partir, un détail vient assombrir ce tableau idyllique. La voiture perd un liquide, probablement de l'huile. Une panne semble inévitable, comme un mauvais présage annonçant que ce séjour ne se déroulera pas aussi simplement que prévu. Le calme apparent cache une réalité plus fragile. À 7, chacun avance avec ses propres fardeaux, convaincu d'avoir fait le bon choix, sans savoir encore quelles conséquences ces décisions entraîneront. La nuit tombe lentement sur 7, enveloppant la ville d'une quiétude trompeuse. Derrière les façades familières, les esprits restent en alerte, incapables de se reposer vraiment après les secousses de la journée. Les décisions prises semblent irrévocables, mais leurs conséquences, elles, commencent seulement à se dessiner. Au commissariat, Pedro est désormais seul dans sa cellule. L'agitation de l'aveu a laissé place à un silence oppressant, presque violent. Assis sur la couchette, le regard fixé dans le vide, il repasse mentalement chaque instant qui l'a conduit là. Il n'essaie plus de se convaincre qu'il avait raison, ni même de se justifier. Ce qui l'obsède désormais, c'est le visage d'Alain au moment où la porte s'est refermée derrière lui. Cette promesse, murmurée à voix basse, résonne encore dans sa tête, il ne sera pas abandonné. Alain, de son côté, quitte le commissariat avec une démarche lourde. La liberté retrouvée n'a rien d'un soulagement total. Elle ressemble plutôt à une parenthèse fragile, accordée par la vérité mais chargée d'un prix immense. Il respire l'air frais de la nuit, comme s'il avait oublié depuis combien de temps il n'avait pas vraiment respiré. Chaque pas l'éloigne de son fils, et cette distance, même courte, lui semble insupportable. Dans son esprit, les souvenirs affluent sans ordre. L'enfance de Pedro, les silences accumulés, les erreurs jamais vraiment réparées. Il comprend désormais que protéger son fils ne signifie plus le sauver de tout, mais l'aider à affronter ce qu'il a fait. Cette prise de conscience le bouleverse, car elle lui impose une posture nouvelle, celle d'un père impuissant face à la justice, mais toujours présent face à la douleur. À l'hôpital, Sophia termine de rassembler ses affaires. Chaque objet qu'elle glisse dans son sac a une valeur symbolique qu'elle n'aurait jamais soupçonnée auparavant. Ce départ n'est pas une fuite, mais un renoncement. Elle renonce à une vie qu'elle aurait pu continuer à 7, à des repères familiers, pour faire ce qu'elle estime juste. Cette lucidité la rend à la fois plus forte et terriblement vulnérable. William observe sa fille en silence.
Il voudrait lui poser 1000 questions, la retenir encore un peu, mais il sent que toute tentative serait vaine. Sofia n'est plus l'adolescente qu'il pouvait protéger à tout prix. Elle est devenue une jeune femme qui choisit, même lorsque ses choix font mal. Il lutte contre l'envie de la convaincre de rester, conscient que ce serait nier tout ce qu'elle a traversé. Lorsque Sofia lui parle de son projet d'études en droit de la famille, William est frappé par la cohérence de son parcours. Ce n'est pas un caprice, ni une décision impulsive. C'est une réponse directe à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle a vu de près. Des familles brisées, des enfants arrachés à leurs repères, des injustices qui laissent des traces indélébiles. Elle ne veut plus être spectatrice. Elle veut comprendre, agir, protéger autrement. Aurore, elle, se tient en retrait, laissant ce moment père-fille se dérouler sans intervenir. Mais à l'intérieur, l'émotion est tout aussi intense. Elle pense à Serena, à Orso, à toutes les lignes franchies pour tenter de réparer l'irréparable. Le fait que Sofia choisisse de partir sans colère, sans accusation, lui inspire un respect immense. Elle se dit que, malgré tout, ils ont peut-être réussi l'essentiel, transmettre à leurs enfants le sens de la responsabilité. Pendant ce temps, chez les Delcourt, l'atmosphère est plus légère en apparence, mais chargée de non-dits. Judith plaisante sur le séjour à venir, imaginant déjà des soirées cosy et des moments loin du tumulte quotidien. Chloé l'écoute, le sourire un peu crispé. Elle se demande à quel moment elle devra avouer la vérité sur l'absence de réseau. Elle se persuade que ce détail n'est pas si grave, que Judith finira par apprécier cette déconnexion forcée. Pourtant, une inquiétude persiste, sourde. Alex tente de rassurer Chloé, minimisant les risques. Pour lui, ce séjour représente une occasion rare de se retrouver, de couper avec les tensions accumulées ces dernières semaines. Il n'imagine pas encore que ce choix apparemment anodin pourrait devenir une source de conflit, voire de danger. Comme souvent, l'optimisme d'Alex contraste avec la prudence de Chloé, qui a appris à se méfier des apparences. Chez Raphaël, l'excitation du départ se mêle à une fatigue diffuse. Elle se veut confiante, répétant que tout est sous contrôle. Pourtant, lorsqu'elle repense à la voiture qui perd de l'huile, un doute la traverse. Elle choisit de l'ignorer, préférant se concentrer sur les images idéales qu'elle se fait de ce séjour. Des moments simples, loin des dossiers, loin des tensions professionnelles. Elle a besoin d'y croire. Maud, elle, ressent une joie sincère. Elle se projette sans réserve, heureuse de partager ce moment avec sa mère et Judith. Elle n'imagine pas une seconde que l'absence de réseau puisse devenir un problème. Pour elle, l'aventure commence déjà, teintée d'une naïveté touchante. Dans un autre quartier de Sète, Georges est affalé sur son canapé, manette à la main. L'écran de télévision éclaire son visage fatigué. Le jeu lui offre une échappatoire temporaire, un monde où les règles sont claires et les conséquences limitées. Chaque partie lui permet d'oublier un instant les attentes de Mona, les responsabilités domestiques, la pression d'un quotidien qu'il ne maîtrise plus vraiment. Lorsqu'il repense au mensonge qu'il a servi à Mona, un léger malaise l'effleure, vite balayé par une nouvelle partie. Il se promet de rattraper tout cela plus tard, sans se rendre compte que ce « plus tard » devient une habitude dangereuse. Derrière cette fuite se cache une lassitude profonde, une peur de ne plus être à la hauteur, qu'il n'ose pas formuler. À des kilomètres de là, Serena retrouve enfin un semblant de sécurité. Le fait d'avoir été retrouvée saine et sauve ne suffit pas à effacer la peur vécue, mais cela lui rend une forme de dignité. Elle a pu parler, confirmer les faits, reprendre une place active dans son histoire. Pour elle, savoir que Sofia s'éloigne volontairement est à la fois un soulagement et une source de gratitude silencieuse. Martin, en faisant le point sur cette affaire, mesure l'ampleur des dégâts humains. La vérité a émergé, oui, mais elle a laissé derrière elle des familles fracturées, des choix irréversibles. Il se montre indulgent avec Aurore, conscient que dans cette affaire, chacun a agi sous la pression, parfois au-delà des limites. Cette clémence n'efface pas les fautes, mais elle reconnaît la complexité des situations humaines. La nuit avance. À 7, chacun tente de trouver le sommeil, avec plus ou moins de succès. Certains s'endorment avec l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait, d'autres avec le poids des regrets. Les décisions prises aujourd'hui continuent de résonner dans les esprits, annonçant des lendemains incertains. Et tandis que la ville semble enfin se calmer, une évidence s'impose, rien n'est réellement terminé. Les départs, les aveux, les mensonges et les silences ne sont que les premières pierres d'un enchaînement dont personne ne maîtrise encore l'issue. Le matin se lève sur Sète avec une lumière pâle, presque hésitante, comme si la ville elle-même redoutait ce que cette nouvelle journée pourrait apporter. Rien n'a réellement changé depuis la veille, et pourtant, tout est différent. Les décisions prises continuent de produire leurs effets, lentement, inexorablement. À l'hôpital, William se prépare à partir. Le sac de Sofia est posé près de la porte,
près depuis des heures, comme un rappel constant de l'inéluctable. Il n'y a plus rien à ajouter, plus rien à différer. Le départ est là, concret, imminent. William observe sa fille une dernière fois dans cet espace familier, conscient que ce moment marque une fracture nette entre un avant et un après. Sophia, étonnamment calme, vérifie ses papiers, ses documents, comme pour s'assurer que tout est en ordre. Cette minutie n'est pas anodine, elle lui permet de garder le contrôle, de ne pas se laisser submerger par l'émotion. Elle sait que si elle s'arrête, si elle se permet de douter, elle risque de vaciller. Alors elle avance, déterminée, presque méthodique. Aurore et Samuel arrivent à leur tour. Les échanges sont sobres, retenus. Chacun sait que les mots sont superflus. Le regard qu'Aurore pose sur Sophia est chargé de fierté mêlée d'inquiétude. Elle se demande comment sa fille va se reconstruire loin de tout, loin de cette ville où tout a basculé. Mais elle respecte son choix, consciente qu'il n'existe pas de solution indolore. Le trajet jusqu'à la voiture se fait dans un silence presque solennel. Lorsque Sophia monte à bord, William sent sa gorge se nouer. Il se penche vers elle, ajuste machinalement sa ceinture, un geste banal qui cache mal son besoin de prolonger l'instant. Ils échangent un dernier regard, lourd de tout ce qu'ils ne se diront pas. La voiture démarre. William reste immobile, la regardant s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Il ne pleure pas, pas encore. Il encaisse, comme il l'a toujours fait, en silence. Mais au fond de lui, une peur s'installe, celle que ce départ ne soit pas qu'une parenthèse, mais un véritable arrachement. Pendant ce temps, au commissariat, Alain revient sur les lieux, non plus comme suspect, mais comme père. Il demande des nouvelles de Pedro, cherche à comprendre les prochaines étapes, les délais, les options possibles. Chaque information qu'on lui donne lui rappelle que la situation lui échappe désormais. Il n'a plus la main. Il doit faire confiance à un système qu'il redoute et qu'il ne maîtrise pas. Lorsqu'il se retrouve seul, Alain repense aux mots de Pedro, à cette affirmation presque apaisée, « Il a fait le bon choix ». Cette phrase le hante. Était-ce vraiment le bon choix? Ou simplement le seul encore possible? Il oscille entre la fierté de voir son fils assumer et la douleur de le savoir enfermé, confronté à des conséquences qu'il n'avait sans doute jamais pleinement mesurées. Dans la cellule, Pedro tente de s'habituer à son nouvel environnement. Chaque bruit, chaque pas dans le couloir le met en alerte. Il se force à rester calme, à se répéter que cette situation est temporaire, qu'il devra faire face, quoi qu'il arrive. Mais dès que son esprit se relâche, les images reviennent, Sophia à terre, Orso arraché à sa mère, le regard d'Alain. Ces souvenirs le frappent avec une violence qu'il n'avait pas anticipée. Il comprend alors que se dénoncer n'efface rien. Cela n'annule pas la souffrance causée, ni la culpabilité. Cela ne fait que l'exposer, nu, sans échappatoire. Et pour la première fois, il réalise que cette épreuve pourrait le définir pour le reste de sa vie. Chez les Delcourt, l'agitation du départ en gîte commence à prendre forme. Les sacs s'entassent dans l'entrée, les discussions fusent, souvent ponctuées de rires. Judith plaisante, Maud renchérit, et pendant un instant, l'ambiance semble presque insouciante. Mais Chloé observe la scène avec une attention particulière. Elle se demande combien de temps cette légèreté va durer. Lorsqu'elle croise le regard de Raphaël, un échange silencieux a lieu. Toutes deux savent qu'elles ont omis un détail important. Elles se sont mises d'accord sans vraiment se le dire, repousser le moment de vérité. Chloé se convainc que cela évitera des tensions inutiles, du moins pour l'instant. Mais au fond, elle sent que ce mensonge, même mineur, pourrait devenir un point de rupture. Alex, toujours optimiste, charge la voiture sans se poser trop de questions. Pour lui, ce séjour représente une bouffée d'air frais, une parenthèse bienvenue après des semaines éprouvantes. Il n'imagine pas encore que le simple fait d'être coupé du monde pourrait se transformer en source d'angoisse. Chez Raphaël, l'inquiétude liée à la voiture qui perd de l'huile refait surface. Elle inspecte rapidement le sol du garage, remarque la trace sombre laissée sous le moteur. Elle hésite à en parler, puis décide de minimiser. Elle ne veut pas gâcher l'enthousiasme de Maud, ni alimenter ses propres craintes. Elle se promet de régler cela plus tard, persuadée que ce n'est rien de grave. À l'autre bout de la ville, Georges se réveille tard, encore engourdi. Le désordre autour de lui est révélateur, vaisselle sale, courses inexistantes, linge en retard. Le mensonge qu'il a servi à Mona commence à peser. Il se dit qu'il va s'y mettre, qu'il va tout arranger avant qu'elle ne rentre. Mais au lieu de cela, il allume une nouvelle fois la console. Ce geste, devenu presque automatique, est le symptôme d'un malaise plus profond. Georges ne fuit pas seulement les tâches ménagères, il fuit une conversation qu'il redoute. Il sait que Mona attend plus de lui, qu'elle espère un engagement qu'il a du mal à offrir en ce moment. Plutôt que d'affronter cette réalité, il choisit l'évitement. Pendant ce temps, en Espagne,
Serena tente de retrouver une stabilité. Le fait de savoir qu'Orso lui reviendra pleinement apaise une partie de son angoisse. Elle pense à Sofia, à ce sacrifice silencieux qu'elle fait en s'éloignant. Elle ne le dira peut-être jamais, mais cette décision marque profondément son regard sur elle. À 7, les heures passent. Chacun avance avec ses certitudes fragiles, convaincu d'avoir pris la meilleure décision possible. Pourtant, sous cette apparente maîtrise, les failles se multiplient. Les non-dits s'accumulent, les peurs s'installent, et la sensation grandit que les choix faits aujourd'hui ne tarderont pas à produire des effets bien plus complexes que prévu. La ville continue de vivre, presque indifférente aux drames individuels. Mais pour ceux qui les traversent, le temps semble suspendu, chargé d'une tension sourde, annonciatrice de nouvelles secousses à venir. La route s'étire devant la voiture qui emmène Sofia loin de Seth. À l'intérieur, le silence n'est pas pesant, mais chargé d'une concentration presque solennelle. Chacun est absorbé par ses pensées, conscient que ce trajet n'est pas un simple déplacement géographique, mais un passage symbolique. Sofia regarde défiler le paysage sans vraiment le voir, comme si son esprit était déjà ailleurs, projeté dans une vie qu'elle tente d'imaginer sans encore pouvoir la saisir. William, assis à l'avant, garde les yeux fixés sur la route. Il conduit avec une attention inhabituelle, cherchant dans chaque geste précis une forme de maîtrise. Pourtant, malgré cette apparente stabilité, il sent un vide s'installer en lui. Il se rend compte que ce départ réactive une peur ancienne, celle de voir ses enfants lui échapper, non par rejet, mais par nécessité. Cette pensée lui serre la poitrine. Aurore observe Sofia à travers le rétroviseur. Elle reconnaît ce mélange de calme et de tension qu'elle a souvent vu chez elle-même dans les moments décisifs. Elle se dit que sa fille a hérité de cette capacité à avancer même lorsque tout vacille à l'intérieur. Mais cette ressemblance la trouble autant qu'elle la rassure. Elle sait que ce genre de force a un prix, et que Sofia le paye déjà. Samuel, discret, préfère ne pas rompre ce silence. Il comprend que certaines paroles seraient inutiles, voire maladroites. Il se contente d'être là, présent, comme un soutien silencieux. Ce rôle lui convient, même s'il ressent lui aussi le poids de ce départ, conscient qu'il marque la fin d'un chapitre important pour toute la famille. À 7, Alain passe une grande partie de la journée au téléphone. Avocat, contact, démarche administrative, il s'immerge dans l'action pour ne pas penser. Chaque appel est une manière de lutter contre l'impuissance. Il veut croire qu'en s'activant ainsi, il protège encore son fils, qu'il reste utile. Mais dès qu'un instant de calme s'installe, la réalité le rattrape. Il repense à la cellule, à ce lieu froid où Pedro est désormais enfermé. Il se demande comment son fils supporte cette attente, ce face-à-face avec lui-même. Alain sait que Pedro a franchi un point de non-retour. Il se demande s'il aurait pu agir différemment, parler plus tôt, être plus présent. Ces questions restent sans réponse, nourrissant un sentiment de culpabilité qui s'installe durablement. Pedro, de son côté, découvre la lenteur du temps carcéral. Chaque minute lui semble étirée à l'extrême. Il tente de structurer ses pensées, de se convaincre qu'il doit tenir, qu'il doit affronter ce qui vient. Mais la solitude amplifie tout. Les bruits du commissariat, autrefois familiers, prennent une dimension oppressante. Il pense à Sofia, à ce départ qu'il a provoqué indirectement. Il réalise que ses actes ont eu des répercussions bien au-delà de ce qu'il avait envisagé. Cette prise de conscience le frappe avec une violence sourde. Il ne s'agit plus seulement de sa propre chute, mais de celle de tout un équilibre qu'il a contribué à briser. Chez les Delcourt, le départ en gîte est imminent. Les voitures sont chargées, les dernières vérifications faites. L'ambiance reste légère, mais une tension diffuse flotte dans l'air. Judith commence à se poser des questions pratiques. Réseau, organisation, contact en cas de besoin. Chloé élude, répond vaguement, consciente que le moment de vérité approche. Raphaël, quant à elle, tente de garder le sourire. Elle plaisante avec Maude, se montre enthousiaste, mais son regard trahit une préoccupation persistante. La voiture, encore une fois. Elle ne peut s'empêcher de jeter un œil inquiet au moteur avant de partir. Elle choisit malgré tout de monter à bord, convaincue que reculer maintenant serait céder à une peur excessive. Le trajet commence dans une atmosphère presque joyeuse. La musique accompagne les conversations, les rires fusent par moments. Pour Judith et Maude, l'aventure commence réellement. Elles ne se doutent pas encore que cette escapade, pensée comme un refuge, pourrait rapidement devenir une épreuve. À 7, Georges commence à ressentir le contre-coup de son inertie. La maison est toujours en désordre, et plus le temps passe, plus le mensonge qu'il a raconté à Mona lui semble lourd. Il regarde l'horloge, calcule mentalement le temps qu'il lui reste avant son retour. La pression monte, mais au lieu de se mettre en mouvement, il reste figé, comme paralysé par l'ampleur de ce qu'il doit réparer.
Ce comportement l'agace lui-même. Il sait qu'il vaut mieux que ça, qu'il n'a jamais été quelqu'un de fuyant. Pourtant, quelque chose s'est grippé en lui. Il se sent épuisé, vidé, incapable de répondre aux attentes qui s'accumulent. La console devient alors un refuge illusoire, un endroit où il n'a pas à expliquer ni à justifier ses choix. En Espagne, Serena commence à organiser son quotidien avec Orso. Chaque geste prend une valeur nouvelle. Elle savoure la présence de son fils, tout en pensant à Sofia, à ce lien étrange qui les unit désormais. Elle sait que ce départ est une chance pour elle, mais elle n'ignore pas le prix qu'il représente pour l'autre. La journée s'achève lentement. Les kilomètres s'additionnent pour Sofia, les heures s'étirent pour Pedro, les mensonges s'accumulent pour Georges, et l'excitation masque les inquiétudes chez les Delcourt et les Perrault. Tous avancent, chacun à leur rythme, vers une suite qu'ils n'imaginent pas encore clairement. Ce qui est certain, c'est que les choix faits jusqu'ici ne tarderont pas à se confronter à la réalité. Et lorsque cela arrivera, il ne sera plus possible de faire semblant. La route qui mène au gîte s'enfonce progressivement dans un paysage plus sauvage, plus silencieux. Les maisons se font rares, les panneaux aussi. À mesure que la voiture avance, Judith remarque la disparition progressive du réseau sur son téléphone. D'abord une barre en moins, puis plus rien. Elle fronce les sourcils, tente de rafraîchir une page, sans succès. Elle échange un regard avec Maude, mi-amusée, mi-intriguée. Chloé observe la scène dans le rétroviseur. Elle sent son cœur se serrer. Le moment qu'elle redoutait est arrivé, sans fracas, sans éclat. Elle choisit pourtant de ne rien dire encore, espérant gagner quelques minutes, peut-être même quelques heures, avant l'inévitable confrontation. Elle se convainc que ce silence est une forme de protection, même si, au fond, elle sait qu'il s'agit surtout d'un évitement. Lorsque la voiture s'arrête enfin devant le gîte, l'endroit semble correspondre exactement à ce qu'elles imaginaient, calme, isolé, presque hors du temps. Raphaël descend la première, inspire profondément l'air frais. Elle sourit, satisfaite de ce décor qui promet un séjour apaisant. Pendant un instant, toutes les inquiétudes semblent s'effacer. À l'intérieur, les filles explorent les lieux avec enthousiasme. Judith ouvre les fenêtres, Maude découvre les chambres, s'exclame devant la vue. L'absence de réseau devient rapidement évidente. Judith finit par poser la question, frontalement cette fois. Chloé ne peut plus esquiver. Elle avoue que le gîte est en zone blanche, sans réseau ni wifi. Le silence qui suit est bref, mais chargé. Judith encaisse la nouvelle, tente de rester calme, mais une déception évidente traverse son regard. Elle se sent piégée, mise devant le fait accompli. Maude, plus conciliante, essaie de relativiser, de voir le côté positif. Pourtant, même chez elle, un léger malaise s'installe. Raphaël intervient, cherchant à apaiser les tensions. Elle explique que cette coupure peut être bénéfique, qu'elle permettra de se recentrer, de profiter pleinement du moment présent. Ses mots sont sincères, mais ils peinent à dissiper le sentiment de frustration. La confiance a été ébranlée, et ce simple détail révèle un déséquilibre plus profond entre mère et fille. À l'extérieur, Raphaël jette un nouveau coup d'œil à la voiture. Une trace sombre sous le moteur confirme ses craintes. La fuite est toujours là. Elle ressent une pointe d'angoisse, rapidement dissimulée. Elle se promet de vérifier cela le lendemain, de ne pas alerter inutilement les autres. Mais l'idée de se retrouver isolée avec un véhicule défaillant s'installe dans un coin de son esprit. Pendant ce temps, à 7, Georges est rattrapé par la réalité. Mona rentre plus tôt que prévu. En franchissant la porte, elle découvre le désordre inchangé, l'absence de course, le silence gênant de Georges. Les excuses qu'il improvise sonnent creux. Elle comprend immédiatement qu'il lui a menti. La déception se lit sur son visage, bien plus que la colère. La confrontation est inévitable. Mona ne hausse pas la voix, mais chaque mot est précis, appuyé. Elle lui reproche moins son manque d'organisation que son absence d'honnêteté. Georges tente de se justifier, parle de fatigue, de surcharge mentale, sans vraiment convaincre. Plus il parle, plus il réalise à quel point il s'est enfermé dans un rôle qui ne lui ressemble pas. Après son départ, le silence retombe, plus lourd encore. Georges s'effondre sur le canapé, vidé. Il prend conscience que ce mensonge anodin a fissuré quelque chose de plus fragile qu'il ne l'imaginait. Il se demande depuis quand il a commencé à fuir ainsi, à préférer l'évitement à l'effort. Cette question reste suspendue, sans réponse immédiate. Sur la route vers l'Espagne, la fatigue commence à se faire sentir. Sofia somnole par intermittence, bercée par le mouvement régulier de la voiture. Dans cet état de semi-conscience, les souvenirs affluent sans ordre. L'hôpital, Orso, Serena, les visages aimés laissés derrière elle. Elle se réveille parfois avec un pincement au cœur, comme si elle craignait d'oublier quelque chose d'essentiel. William, lui, lutte contre l'émotion qui menace de le submerger.
Chaque kilomètre parcouru est une preuve supplémentaire que le retour en arrière est impossible. Il se demande comment il va réapprendre à vivre sans la présence quotidienne de Sofia. Il réalise que ce départ l'oblige à accepter une forme de perte, même s'il sait qu'elle est nécessaire. En Espagne, Serena prépare l'arrivée de Sofia sans vraiment savoir ce que cela implique émotionnellement. Elle ressent de la gratitude, mais aussi une gêne diffuse. Elle se demande comment leur relation va évoluer, désormais débarrassée du mensonge, mais marquée par un sacrifice silencieux. La nuit tombe sur le gîte. Les filles se replient chacune dans leur espace, digérant à leur manière la situation. L'isolement, d'abord perçu comme un jeu, commence à peser. Chloé et Raphaël échangent un regard inquiet. Elles comprennent que ce séjour, censé apaiser, révèle déjà des tensions qu'elles avaient préféré ignorer. À 7, Pedro s'allonge sur sa couchette, incapable de trouver le sommeil. Les images de la journée tournent en boucle dans sa tête. Il se demande combien de temps il lui faudra pour payer sa dette, et si un jour il pourra se regarder sans détour. Partout, les lignes ont bougé. L'isolement, qu'il soit géographique ou émotionnel, agit comme un révélateur. Et chacun, à sa manière, commence à comprendre que cette parenthèse n'est pas un refuge, mais une épreuve. Le lendemain matin, le gîte s'éveille dans un silence inhabituel. L'absence de notifications, de sonneries, de vibrations crée une impression étrange, presque irréelle. Judith ouvre les yeux avec le réflexe immédiat de saisir son téléphone. L'écran s'allume, mais reste muet. Aucun message, aucun signal. Cette confirmation, pourtant attendue, la frappe plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Dans la cuisine, Chloé prépare le petit déjeuner avec une concentration excessive. Chaque geste est précis, presque mécanique. Elle évite soigneusement le regard de Judith, consciente que la discussion de la veille n'est pas close. Le malaise s'est simplement déplacé, attendant le moment opportun pour refaire surface. Raphaël arrive à son tour, tentant d'instaurer une atmosphère détendue. Elle parle de la météo, du programme de la journée, propose une randonnée. Maud acquiesce avec enthousiasme, cherchant sincèrement à profiter de ce séjour. Judith, elle, reste plus distante. Elle écoute sans vraiment participer, encore blessée par ce qu'elle perçoit comme une manipulation. À l'extérieur, Raphaël s'agenouille près de la voiture. La fuite est toujours là, plus visible qu'hier. Elle passe la main sous le moteur, observe le liquide sur ses doigts. Son visage se ferme. Elle sait désormais que ce n'est pas un simple détail. La voiture risque de ne pas tenir longtemps, surtout sur ces routes isolées. Elle hésite à en parler immédiatement. Elle redoute la réaction des filles, déjà fragilisées par la découverte de l'isolement. Elle choisit de temporiser, espérant pouvoir gérer la situation sans provoquer de panique. Mais cette décision ajoute un poids supplémentaire à ce qu'elle porte déjà. À 7, Georges se réveille avec un sentiment de honte difficile à ignorer. La discussion avec Mona tourne encore dans sa tête. Il se lève, regarde autour de lui, conscient de l'état de la maison. Cette fois, il ne fuit pas. Il commence à ranger, lentement, comme s'il cherchait à remettre de l'ordre en lui autant qu'autour de lui. Chaque objet déplacé lui rappelle ce qu'il a laissé s'accumuler. Il se rend compte que son mensonge n'était pas un acte isolé, mais le symptôme d'un épuisement plus profond. Il pense à Mona, à ce qu'il pourrait lui dire pour s'expliquer vraiment, sans excuse bancale. L'idée de cette conversation l'angoisse, mais il sait qu'il ne pourra plus l'éviter longtemps. Au commissariat, Alain reçoit enfin des nouvelles concrètes concernant Pedro. Les délais, les démarches, les étapes à venir. Chaque information est un rappel brutal de la réalité judiciaire. Il écoute attentivement, pose des questions, prend des notes. Il se raccroche à ces éléments pratiques comme à une bouée, même s'il sait qu'ils ne suffiront pas à apaiser son inquiétude. Lorsqu'il repense à son fils, il ressent un mélange de fierté et de désespoir. Fierté de l'avoir vu assumer, désespoir de ne pas pouvoir faire davantage. Il comprend que son rôle a changé, il ne peut plus protéger, seulement accompagner. Cette prise de conscience le vieillit brutalement. Pedro, de son côté, est confronté à une nouvelle forme de solitude. L'agitation de la veille a laissé place à une attente silencieuse. Il observe les autres détenus, s'interroge sur sa place parmi eux. Il se sent étranger à ce monde, mais il sait qu'il va devoir s'y adapter, au moins temporairement. Il repense à Orso, à l'innocence de cet enfant pris dans une histoire qui le dépasse. Cette pensée lui serre la gorge. Il se demande si un jour il pourra réparer, même partiellement, le mal qu'il a causé. Pour l'instant, cette perspective lui semble lointaine, presque inaccessible. Sur la route espagnole, la fatigue devient plus pesante. William commence à ressentir les effets de la tension accumulée. Il s'arrête un instant sur une aire de repos. Sofia descend de la voiture, inspire profondément. L'air est différent, chargé d'une promesse de renouveau qu'elle n'ose pas encore nommer.
Ils échangent quelques mots simples, presque banals. William lui demande si elle va bien. Elle répond que oui, sans hésiter. Cette réponse, trop rapide, trahit pourtant une émotion contenue. Elle sait que ce départ est nécessaire, mais elle n'ignore pas la solitude qui l'attend. Aurore observe cette scène à distance. Elle se dit que, parfois, aimer signifie accepter de ne plus être au centre. Elle laisse Sophia et William partager ce moment, consciente qu'il est précieux, peut-être même fondateur pour leur relation future. Au gîte, la journée avance lentement. Les activités prévues peinent à masquer les tensions latentes. Judith finit par confronter Chloé. Elle lui reproche de ne pas avoir été honnête, de les avoir privés d'un choix. Chloé tente d'expliquer, parle de protection, de besoin de couper. Mais ces mots se heurtent à la colère contenue de sa fille. Raphaël intervient, essayant de calmer les choses. Elle reconnaît sa part de responsabilité, admet qu'elle aurait dû être plus transparente. Ce mea culpa apaise légèrement la situation, sans toutefois l'effacer complètement. Le lien de confiance est ébranlé, et il faudra plus qu'une explication pour le réparer. La soirée tombe à nouveau sur le gîte. L'isolement devient plus palpable. Sans réseau, sans possibilité de fuite numérique, chacun est confronté à l'autre, mais aussi à soi-même. Chloé et Raphaël échangent un regard inquiet. Elle commence à comprendre que ce séjour, loin d'être une parenthèse paisible, agit comme un révélateur impitoyable. À 7, Georges s'assoit enfin, épuisé, mais déterminé. Il compose le numéro de Mona, hésite, puis raccroche. Il sait qu'il devra affronter cette discussion en face. Ce moment approche, inexorablement. Partout, les tensions montent, discrètes mais constantes. Les fissures se transforment peu à peu en failles visibles. Et alors que chacun tente encore de garder le contrôle, une certitude s'impose. Les prochaines heures mettront à l'épreuve bien plus que des choix pratiques. Elles toucheront à l'essentiel. La nuit au gîte est plus sombre que les précédentes. L'absence totale de lumière artificielle autour renforce le sentiment d'isolement. Le silence n'est rompu que par quelques bruits de la nature, inhabituels pour Judith et Maude, qui peinent à trouver le sommeil. Chacune rumine à sa manière ce séjour qui ne ressemble plus du tout à ce qu'elles avaient imaginé. Judith est allongée sur le dos, les yeux ouverts dans l'obscurité. Elle repense aux paroles de sa mère, à cette justification maladroite qui n'a pas su apaiser sa colère. Ce n'est pas seulement l'absence de réseau qui la dérange, mais le fait de ne pas avoir été considérée comme capable de comprendre, de choisir. Elle ressent une forme de trahison douce amère, difficile à formuler, mais bien réelle. Maude, dans la chambre voisine, tente de relativiser. Elle se répète que ce séjour peut encore être une occasion de rapprochement. Pourtant, même elle commence à ressentir un léger malaise. La panne potentielle de la voiture, les tensions entre adultes, cette impression d'être coupée du monde. Tout cela forme un cocktail d'inquiétude qu'elle n'ose pas encore partager. Dans la pièce principale, Chloé et Raphaël échangent à voix basse. Elles se reprochent mutuellement certaines décisions, puis finissent par reconnaître leurs responsabilités communes. Chloé admet qu'elle a sous-estimé l'impact de ce mensonge. Raphaël confie sa crainte grandissante concernant la voiture, avouant enfin que la fuite est plus sérieuse qu'elle ne l'a laissé entendre. Cette confession ajoute une nouvelle couche de tension. Elle réalise qu'en cas de problème, l'isolement pourrait devenir un véritable obstacle. L'idée qu'elles aient mis leur fille dans une situation potentiellement délicate les frappe de plein fouet. Pour la première fois, le doute s'installe franchement, ont-elles vraiment fait le bon choix? À 7, Georges marche nerveusement dans son appartement désormais rangé. Le calme retrouvé ne lui apporte aucun apaisement. Il sait que l'essentiel reste à faire. Il repense au regard de Mona, à cette déception silencieuse qui lui a fait plus mal que n'importe quelle dispute. Il se rend compte que son mensonge n'était qu'un symptôme, révélateur d'un épuisement qu'il refuse d'admettre depuis trop longtemps. Il s'assoit, prend son téléphone, le repose. Il se sent pris au piège de ses propres contradictions, vouloir être à la hauteur sans en avoir l'énergie, vouloir être honnête sans savoir comment exprimer son mal-être. Cette lucidité tardive l'effraie autant qu'elle le soulage. Au commissariat, Alain ne trouve pas le sommeil non plus. Il relit mentalement chaque échange avec Pedro, chaque mot prononcé dans cette cellule froide. Il se demande si son fils tient le coup, s'il regrette vraiment, s'il comprend l'ampleur de ce qu'il a fait. Alain ressent une fatigue profonde, celle d'un homme qui a porté trop longtemps des silences et des regrets. Il se surprend à penser à l'après, à ce que sera sa vie une fois cette tempête passée. Pour la première fois, il envisage la possibilité que rien ne redevienne jamais comme avant. Cette pensée l'effraie, mais il sent aussi qu'elle est inévitable. Il devra apprendre à vivre avec cette fracture. Pedro, de son côté, est assis sur sa couchette, les mains jointes. La nuit amplifie ses pensées, les rend plus envahissantes. Il se remémore le regard de Sophia, son calme apparent, sa décision de partir sans éclat.
Il comprend que ce départ est aussi une conséquence directe de ses actes. Cette prise de conscience le traverse comme une lame. Il se demande s'il mérite encore l'amour et le soutien de son père. Cette question le hante plus que la perspective du jugement. Il réalise que la véritable épreuve ne sera pas seulement judiciaire, mais intime, accepter de se regarder sans détour, sans excuse. Sur la route espagnole, la voiture reprend son trajet après une courte pause nocturne. Sofia observe les premières lueurs de l'aube avec un sentiment étrange. Ce nouveau jour symbolise à la fois une promesse et une perte. Elle se sent à la frontière de deux vies, sans appartenir totalement à l'une ou à l'autre. William, silencieux, sent le poids de la fatigue et de l'émotion. Il réalise que ce voyage l'oblige à lâcher prise, à accepter que son rôle de père évolue. Il se dit qu'il devra désormais apprendre à soutenir Sofia à distance, sans la présence rassurante du quotidien. Aurore, attentive, perçoit cette fragilité chez les deux. Elle sait que cette transition sera longue, semée de doutes et de nostalgie. Mais elle croit aussi que ce départ est nécessaire, presque salvateur, même s'il fait mal. Au gîte, le jour se lève lentement. Le calme apparent cache une tension toujours présente. Chacun se prépare à affronter une nouvelle journée sans certitude, sans filet de sécurité. Les mères tentent de rassurer, les filles d'encaisser. Rien n'est dit ouvertement, mais tout est ressenti avec une intensité accrue. À 7, Georges se lève enfin, décidé à ne plus fuir. Il se promet d'aller voir Mona, de lui parler vraiment, sans se cacher derrière des excuses. Cette résolution marque un tournant fragile, encore incertain, mais nécessaire. Partout, les personnages se trouvent à un point de bascule. Les décisions prises les ont menés ici, à cet instant précis où il n'est plus possible de reculer. Les prochaines heures seront déterminantes, non par de nouveaux événements spectaculaires, mais par la manière dont chacun choisira d'assumer, de réparer ou d'accepter. La tension est à son comble, prête à se résoudre, ou à laisser des cicatrices durables. Le jour s'installe pleinement sur le gîte, dissipant peu à peu l'obscurité de la nuit sans pour autant apaiser les tensions accumulées. La lumière révèle les visages encore marqués par l'insomnie, les pensées qui n'ont cessé de tourner. Judith sort la première, le regard sérieux, comme si elle avait vieilli en quelques heures. Elle observe le paysage, immobile, consciente que cet isolement lui impose une confrontation qu'elle n'avait pas choisie. Chloé la rejoint, hésitante. Elle cherche ses mots, consciente que toute tentative d'esquive serait vaine. Cette fois, elle ne minimise pas. Elle reconnaît sa peur d'avoir mal fait, son désir maladroit de protéger en décidant à la place. Sa voix tremble légèrement lorsqu'elle admet que ce choix n'était pas une preuve de confiance, mais l'expression d'une inquiétude qu'elle n'a pas su partager autrement. Judith écoute, sans interrompre. Sa colère n'a pas totalement disparu, mais quelque chose se fissure. Elle comprend que derrière cette décision se cache une mère dépassée, pas une manipulatrice. Elle ne pardonne pas encore complètement, mais elle accepte d'entendre. Ce pas fragile, presque imperceptible, marque pourtant un début d'apaisement. Maud observe la scène à distance, soulagée. Elle ressent le besoin de croire que ce séjour n'est pas condamné à l'échec. Raphaël, elle aussi, se permet enfin d'exprimer ses craintes concernant la voiture. Elle avoue la gravité de la fuite, sans dramatiser, mais sans mentir. Cette honnêteté tardive change la dynamique. Les filles ne se sentent plus mises à l'écart. Le danger potentiel existe, mais il est désormais partagé. À 7, Georges franchit finalement le pas. Il se rend chez Mona, le cœur battant. Lorsqu'elle ouvre la porte, il ne cherche plus à se justifier. Il parle de sa fatigue, de son sentiment d'être dépassé, de cette peur sourde de ne plus être à la hauteur. Il reconnaît son mensonge sans détour, sans excuse. Cette sincérité désarme Mona plus que n'importe quel discours préparé. Elle l'écoute, blessée mais attentive. Elle lui fait comprendre que ce qui l'a le plus atteinte n'est pas le désordre ou les courses oubliées, mais l'impression de ne plus pouvoir lui faire confiance. Georges acquiesce. Il sait que réparer prendra du temps. Mais cette conversation marque un tournant. Pour la première fois depuis longtemps, il n'a pas fui. Au commissariat, Alain reçoit une nouvelle visite autorisée auprès de Pedro. Le face-à-face est plus calme que les précédents. Il n'y a plus d'urgence, plus de décision à prendre. Seulement une présence. Alain parle peu. Il rappelle à son fils qu'il sera là, quelles que soient les suites. Pedro, épuisé, laisse enfin tomber ses défenses. Il avoue sa peur, sa honte, son incapacité à mesurer les conséquences de ses actes avant qu'il ne soit trop tard. Alain ne cherche pas à minimiser. Il ne promet pas que tout ira bien. Il promet seulement de ne pas disparaître. Cette promesse, simple et brute, agit comme un ancrage. Pedro comprend que son avenir sera difficile, mais qu'il ne sera pas seul pour l'affronter. Sur la route espagnole, la frontière est franchie. Ce passage symbolique résonne profondément en Sofia.
Elle ressent un pincement au cœur, mêlé d'une détermination nouvelle. William s'arrête une dernière fois avant l'arrivée. Il prend sa fille dans ses bras, longuement. Aucun mot ne pourrait résumer ce qu'il ressent, la fierté, la tristesse, l'acceptation. Sophia le remercie pour son soutien, sans pathos. Elle sait que ce départ est aussi une forme de transmission. Elle emporte avec elle les valeurs qu'on lui a inculquées, même si le chemin s'annonce solitaire. Aurore, émue, lui rappelle qu'elle pourra toujours revenir, que rien n'est définitif. Cette phrase, pourtant simple, allège un peu le poids du moment. En Espagne, Serena accueille Sophia avec une retenue respectueuse. Les deux femmes se regardent, conscientes de ce qui les unit désormais. Il n'y a ni triomphalisme ni gêne excessive, seulement une reconnaissance silencieuse. Orso, paisible, devient le point d'ancrage de cette nouvelle configuration. Sophia comprend que son rôle évolue, qu'il ne s'agit plus de remplacer, mais d'accompagner autrement. Au gîte, la journée se poursuit plus calmement. Les filles trouvent peu à peu leur marque. L'absence de réseau cesse d'être une agression constante pour devenir un fait avec lequel composer. Chloé et Raphaël restent vigilantes, conscientes de leurs responsabilités. Elles savent que ce séjour laissera des traces, mais peut-être aussi des enseignements précieux. La panne redoutée n'est pas encore survenue, mais elle plane comme une menace discrète. Chacun agit avec plus de prudence, plus d'écoute. Cette vigilance nouvelle, née de l'isolement, crée paradoxalement une forme de cohésion. À 7, la ville reprend son rythme habituel. Mais pour ceux qui y vivent, quelque chose a changé. Les masques sont tombés, les certitudes ébranlées. Les choix faits ont laissé des marques visibles et invisibles. L'épisode s'achève sur cette impression contrastée. Rien n'est résolu de manière définitive, mais chacun a franchi une étape essentielle. Les départs, les aveux, les confrontations ont ouvert des brèches, mais aussi des possibilités. À 7 comme ailleurs, l'avenir reste incertain, mais il se construit désormais sur une vérité assumée, aussi douloureuse soit-elle. Et dans ce fragile équilibre, une chose demeure. Malgré les erreurs, les pertes et les renoncements, le lien, lui, résiste encore.